faut les tenir. Alors, Marie-Louis, il ne voit pas, mais Ah si, si, si. la Si, salle, il la arrive. salle s'est remplie là. Vous me dites quand on démarre. Et puis, Il voit tout, Marie-Louis. Il entend tout, fais attention, Fred. dans 2 minutes, messieurs. C'est beau. C'est la ponctualité de Mathieu, ça. Lydie me dit que tu peux y aller, Mathieu. Tu as le droit. J'ai le message pour la tester. Bonjour et bienvenue à cette conférence. Nous avons le bonheur d'accueillir en visuel, comme c'est marqué, Marie-Louis Julien de la Marque, Frédéric Baletti de Malakoff Humanis et Mathieu Renaud de Malakoff Humanis. Merci beaucoup à vous d'être en visio. Le thème de cette conférence, la réclamation au service de l'engagement client et collaborateur. Merci. Bonjour à tous. Alors, quelques mots d'introduction avant de démarrer la conférence. Le pourquoi de ce mode hybride. Vous n'êtes pas sans savoir, on a quelques grèves aujourd'hui. Donc, du coup, voilà. Pour diverses raisons, c'était compliqué qu'on soit tous sur scène aujourd'hui. Donc, moi, j'étais le local de l'étape, je suis sur Angers, donc plus facile pour venir. Et mes 2 amis parisiens, du coup, sont à distance, mais on va tester le mode hybride. C'est très à la mode en ce moment, donc voilà. Donc, on le fait même maintenant en conférence. Marie-Louis, je te laisse la main pour démarrer. Merci beaucoup, Mathieu. Alors, a priori, vous m'entendez bien, donc je ne vais pas vous poser la question rituelle du m'entendez-vous bien. Je crois que c'est le cas. Comme m'a pu le dire tout à l'heure notre hôtesse, tout était dit dans cette conférence. C'est un peu comme le port-salut, c'était marqué dessus. Réclamation et engagement, c'est effectivement le sujet qu'on va aborder avec vous et pour vous dans la trentaine de minutes qui nous est accordée et que vous nous faites l'honneur de nous confier. D'abord, peut-être le qui sommes-nous pour être très rapide, bien que nous n'ayons presque rien à vous vendre. La Marque est une association à but non lucratif que je vais présenter voilà, un petit peu à la forme de la communauté de l'anneau. Je ne sais pas si vous vous souvenez effectivement de ce film mémorable de Tolkien. Et donc dans cette association, on y trouve un petit peu de tout. On y trouve des hobbits, on y trouve des mages, on y trouve des trolls. Vous en avez un d'ailleurs sur scène. Les autres se sont bien gardés de venir se faire manger parmi vous. Et dans cette association, on a effectivement une intuition, c'est que le feedback du client, notamment quand il émet une insatisfaction, une réclamation, peut être une opportunité de réclamation pour nos entreprises. Dit autrement, et là je ne sais pas si vous vous souvenez notamment de notre ami Gollum, le voilà qui apparaît à l'écran, n'ayez pas trop peur, il va arriver d'une seconde à l'autre. Notre ami Gollum nous dit pendant toute sa quête mon précieux, et en fait ce qu'il voulait réellement dire, c'était pas mon précieux mais bien mon pépin, puisqu'effectivement sans pépin pas de pépite, le fameux slogan de la marque, ce fameux transformer le pépin en pépite, qui est l'occasion finalement pour une entreprise de savoir ce qui dysfonctionne pour, de manière très schématique, en tirer des capacités à innover, d'en tirer des capacités également à aller sur la performance financière, parce que nos entreprises n'existent pas pour être simplement des bisounours, mais bien pour être dans une dynamique de rentabilité, de performance, mais aussi de pérennisation de nos marques, et puis également de transformation. Et c'est peut-être d'ailleurs sur ce troisième sujet que nous allons plutôt échanger avec nos amis Mathieu et Frédéric, puisqu'il nous apparaît qu'effectivement la réclamation client en tant que telle porte effectivement toutes les promesses de ce que peut être l'opportunité d'innovation au service des clients et des collaborateurs. Dit autrement, cette fameuse phrase de Jacques Chirac reprise et très légèrement modifiée, qui pourrait être effectivement l'expérience client, expérience collaborateur, vous ne pouvez en bouger une sans faire bouger l'autre. Et c'est bien là l'enjeu effectivement de nos entreprises, de se saisir de la réclamation client pour pouvoir actionner des leviers qui sont puissants, en même temps sobre. La réclamation, c'est de la sobriété, on en est bien d'accord. L'authenticité, on dit rarement qu'on n'est pas content uniquement pour de l'esbrouf. Et puis également de la proximité, puisque comme aurait dit un autre président il n'y a pas très longtemps, c'est aussi se mettre à portée de baffe. Et donc c'est effectivement cet enjeu, ce levier puissant qu'on va décortiquer avec vous pour voir qu'effectivement, la réclamation permet de bouger à la fois sur la dimension collaboratrice et en même temps la dimension client. Et vu qu'on est en période de grève, voilà, il y a dernière figure très
connu de notre cher président qui va arriver à votre écran, où on voit effectivement Jacques Chirac enjamber effectivement ces petits tourniquets parisiens et que j'ai repris également un petit peu à ma formule en disant on grève de tout aujourd'hui, du CRM, de l'IA, du chat, sauf de la culture client par manque de donneurs. Et il se trouve que opportunément, j'ai trouvé 2 donneurs qui vont justement pouvoir vous parler l'un et l'autre de ce qu'ils ont pu mettre en place au niveau de la culture client et donc de pouvoir vous donner des enseignements sur la manière dont le feedback client a été utilisé à des fins d'amélioration de l'expérience client et de l'expérience collaborateur. Vous avez pu avoir les noms. Il s'agit bien effectivement de Mathieu Renaud, qui non seulement est responsable du département écoute satisfaction d'Humanis Malakoff Humanis, et également administrateur de la marque. Donc si vous avez des réclamations à l'issue de cette conférence, vous pouvez voir que très lâchement, je me situe moi en dehors de la prise de baffe. Mais Mathieu sera là pour échanger avec vous, et puis également Frédéric, également qui ne pouvait être avec vous et qui lui porte la responsabilité du développement des compétences et des apprentissages. Et donc tous deux sont bel et bien outillés, appareillés pour pouvoir échanger avec vous tout au long de la petite trentaine de minutes devant nous. Donc ce que je vous propose, c'est d'aller sur une grosse trentaine de minutes de retour d'expérience de Malakoff Humanis. Et puis ensuite de pouvoir se réserver une dizaine de minutes de questions-réponses avec vos 2 intervenants. Voilà, en tout cas, merci de votre accueil, de vos sourires, même si on ne les voit pas, en tout cas on les espère. Et puis à tout à l'heure. Alors moi je vois les sourires et ils sont bien là. Bon, ça nous rassure. Juste pour introduire quelques mots de Malakoff Humanis, pour ceux qui ne connaissent pas, donc on est un groupe de protection sociale. 4 grands métiers, donc du coup la santé, la prévoyance, l'épargne et la retraite complémentaire. Donc la retraite Agir Carco, que vous connaissez peut-être. Quelques chiffres très rapides. Donc on est un groupe de 10 000 collaborateurs. On fait 6 milliards de chiffre d'affaires. On a 375 000 entreprises clientes en assurance pour 10 millions d'assurés et 583 000 entreprises en retraite, et on verse des retraites complémentaires à plus de 6 millions d'allocataires. On est multi-site et dans le Grand Ouest, donc on a un site à Saint-Herblain, on a un site à Angers, d'où je viens, et également un site sur Cholet. Donc voilà, donc on est éclaté un petit peu partout en France. Donc voilà pour la présentation rapide. Je ne sais pas si Frédéric, tu veux rajouter quelque chose au niveau du groupe. Non, tu es merveilleux, Mathieu. Heureusement que tu es l'avatar de l'organisme sur scène. Et je te remercie pour ça. Je salue tous et tous, par la même occasion, par tes yeux. J'en profite aussi. Pourquoi parler de culture très très rapidement? C'est parce que la culture, c'est ce qui reste quand il y a le chaos. Et travailler sur la culture, c'est ce qui permet de mieux résister à ce qu'on appelle les signes noirs, pour ceux qui ont lu Taleb, et ce que je vous conseille de lire, donc de résister à l'imprévisible. Donc c'est aussi pour ça qu'on a travaillé dessus, en partant évidemment de la voix du client, c'est ce qu'on va vous parler. En tout cas voilà, s'il y a un des trucs déjà qu'il faut retenir dès maintenant, c'est que la culture c'est important, parce que la culture c'est la survie. Je te relaisse la main, Mathieu. Alors, on va aller directement déjà sur le sujet. Donc, la réclamation, déjà, qu'est-ce qu'une réclamation? Nous, on est dans un secteur qui est très normé. On est sur le secteur de l'assurance. Et du coup, on est drivé par l'ACPR, donc l'autorité de contrôle prudentiel et de résolution, si on reprend l'acronyme, qui est un des organes de la Banque de France, et donc du coup qui nous dicte donc quelle est la définition d'une réclamation. Donc là, ça va apparaître dans quelques secondes, et également comment on doit traiter les réclamations au sein de l'ensemble des institutions d'assurance. Nous, chez Malakoff Humanis, donc, on prend en compte cette définition, puisque déjà, on en a l'obligation, mais ça nous permet d'avoir une base. Donc, une réclamation, c'est l'expression d'un mécontentement envers un professionnel, quel que soit l'interlocuteur, et elle peut émaner de toute personne, qui ait une relation commerciale ou non. Mais nous, chez Malakoff Humanis, on a décidé d'aller un petit peu plus loin, et en fait, on va élargir le champ de vision au-delà de la définition stricte de la CPR, et on va notamment inclure tout ce qui va être enquête de satisfaction, donc aller prendre tous les irritants clients qui remontent via les enquêtes que l'on envoie,
mais également prendre en compte tous les signaux faibles, donc en fait tout ce que nous remontent les centres de relations clients. Et donc là, il y a cette notion de culture qui va remonter, et ça on en reparlera tout à l'heure avec Frédéric. Mais l'objectif, c'est pas de prendre que la réclamation, c'est de prendre vraiment tous les irritants clients, donc que ce soit les clients en direct ou tout ce que captent aussi nos collègues. Ensuite, si on s'attarde un petit peu sur la façon dont on traite et on analyse les réclamations, alors bien entendu, les réclamations, pour nous, elles ont une place très importante dans le traitement des demandes clients au sein des métiers. On traite tous les canaux confondus, donc que ça soit du téléphone, du courrier, du mail, des formulaires, tout ce qui arrive via les réseaux sociaux, via différentes plateformes, également tout ce qui arrive sur les stores quand on a des applications mobiles. Donc ça va être en fait les notes qui vont être récupérées sur les stores et tous les verbatims qui y sont associés. Donc en fait on récupère toute cette matière. Le traitement il est prioritaire au sein des métiers et en fait on a un soin particulier à la relation qu'on va avoir avec nos clients pendant ce moment qui est compliqué. C'est-à-dire qu'en fait, on est sur des parcours qui peuvent être délicats. Comme je vous l'ai dit, on fait de la prévoyance, on fait de la santé. Quand on fait de la prévoyance, on peut être confronté à des invalidités de personnes, à des cas de dépendance, à des cas de décès aussi d'un membre de la famille. Et dans ces cas-là, la relation avec le client, elle peut être très compliquée. Et donc, du coup, on se doit, notamment quand on est dans le cadre d'une réclamation et quand on est dans le cadre justement de ces parcours-là, d'être irréprochable. Donc, on demande, nous, à nos collaborateurs, de décrocher le téléphone et vraiment de prendre contact avec le client, d'échanger avec lui, de comprendre la problématique et vraiment d'aller sur une relation qui est beaucoup plus personnelle pour justement arrêter l'escalade qui est liée à la réclamation. Donc ça, c'est vraiment pour nous très, très important. Ensuite, bien entendu, on va tout historiser, puisqu'en fait, on a un besoin de data. On parlait tout à l'heure de l'IA, de la data, mais ça reste quand même un enjeu très important, puisqu'en fait, sans data, on ne pourra pas analyser derrière. Donc en fait, moi, j'aime à dire que de toute façon, les réclamations, ça reste quelque chose, je considère comme un cadeau, en fait, que les clients nous font. Pourquoi ? Parce qu'en fait, le client, il ne va pas réclamer pour le plaisir de réclamer. S'il réclame, c'est qu'à un moment, soit il a constaté une erreur, soit, en fait, il manque de visibilité, soit, en fait, il n'a pas compris quelque chose. Et en fait, le client, il va prendre le temps, il va faire l'effort de nous expliquer ce qu'il a vécu. Et donc, du coup, toute cette matière, elle est riche. Et en fait, moi, j'aime à dire que en fait, les réclamations, c'est le terreau de l'amélioration continue. En fait, c'est une base qui est vraiment très riche. Et en fait, grâce à ça, on peut vraiment s'améliorer. Donc, et le dernier point, c'est une réclamation qui est bien traitée, c'est un client qui est satisfait. Et si le client est satisfait, c'est un client qui est fidèle. Et donc, ça, un bon traitement de la réclamation, ça rentre également dans le business model. Donc toute cette matière, on l'exploite, on analyse tout ce qui va être motif, cause, volume de réclamation. On fait attention, quand on analyse les réclamations, on va avoir deux regards. Le premier, c'est qu'en fait, on va regarder les réclamations qu'on va appeler remarquables. Je vous ai expliqué tout à l'heure des moments de vie qui peuvent être assez compliqués. Typiquement, quand on est sur le cadre, par exemple, d'un décès ou des cas de dépendance, on n'a pas des gros volumes, et encore heureusement, de réclamations sur ces cas-là. Par contre, quand on en a, c'est un impact client qui est extrêmement fort. Et donc, du coup, en fait, on se doit d'être, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, irréprochable sur ces sujets-là. Et donc là, en fait, on va prendre le temps de décortiquer les parcours, de voir sur ces situations unitaires, qu'est-ce qu'on a mal fait et qu'est-ce qu'on aurait pu mieux faire. Donc là, en fait, on va regarder plutôt parcours par parcours, client par client, pour détecter ce qui se passe. Deuxième ligne, en fait, on va regarder, là, les réclamations où on a le plus de volume. Typiquement en santé, sur des remboursements de soins dentaires, ostéopathie, etc. On est sur des enjeux qui sont malgré tout moins importants. Donc, ce sont des réclamations, c'est très important, mais les enjeux d'affect client ou les enjeux financiers peuvent être moins importants. Donc là, en fait, on va regarder vraiment l'effet volume. Et dans l'effet volume, il faut juste faire attention aussi à bien corréler l'effet volume réclamation de l'effet volume de sollicitation qu'on peut avoir ou l'effet volume d'actes que l'on peut traiter. Parce qu'en fait, nous, dans notre cas, comme je vous l'ai dit, ça va être la santé qui va être là où en fait on va récupérer le plus de volume. Je prends un exemple sur du dentaire par exemple. Et en fait, si on regarde juste l'effet volume réclamation, en fait, le volume numéro 1 sera toujours des remboursements en dentaire parce que c'est là où en fait on a le plus de volume en termes de flux entrants. Donc il faut juste avoir aussi cette double lecture, c'est vraiment important. Ensuite, une fois qu'on a tout analysé,
En fait, on va récupérer toute cette matière, on va l'analyser, on va faire des analyses complémentaires, on va regarder les comportements clients, combien de fois ils nous ont appelés, comment ça s'est passé, quel a été leur parcours. Et en fait, toute cette matière, en fait, on va la travailler avec les métiers. On ne la travaille pas seul, on la travaille avec les métiers. Et ensemble, on va définir des plans d'action sur les irritants que l'on a identifiés. Et en fait, ces plans d'action, en fait, on va les timer. Ça, c'est vraiment aussi très important. C'est-à-dire qu'en fait, on va se dire, voilà, on va mettre en place telle action et le résultat, on va le découvrir à tel moment. Et une fois qu'on a fait ça, en fait, on va mesurer la satisfaction des clients et vérifier que les volumes de réclamation baissent sur cet système. C'est vraiment le cercle d'amélioration continue. Et ça, c'est vraiment très important. Frédéric, je te passe la main sur le volet RH maintenant, parce qu'en fait, là, on parle réclamation, mais toi, tu es direction RH, donc qu'est-ce que tu viens faire? Qu'est-ce que je viens faire là-dedans? Eh oui, je ne me suis pas trompé de salon. Non, je ne me suis pas trompé de salon, vous inquiétez pas. Retourne dans ta chambre. Non, en fait, on a un rôle. Ça peut paraître évident ou pas. C'est ça qui est marrant, mais on a un rôle parce que c'est ce que disait Marie-Louis tout à l'heure. On ne peut pas en toucher une sans bouger l'autre. Et nous, notre rôle dans les ressources humaines, comme dans toute autre fonction support, c'est le même rôle de la DSI, mais on en reparlera, le rôle de l'immobilier, etc. On a tous quelque chose à jouer. Pourquoi? Parce qu'on doit créer un environnement, ce qu'on appelle capacitant, donc créer un environnement suffisamment apprenant et avec les bons outils aux collègues pour qu'ils puissent, eux, bien servir les clients. De la même manière, on doit les former pour qu'ils puissent servir au mieux les clients. Donc, on a aussi une responsabilité au-delà des outils de la formation et de comment on les accompagne pour mieux comprendre les réclamations clients, mieux comprendre leur place dans la chaîne de valeur pour mieux servir les clients et pourquoi c'est important aussi d'écouter la voix du client régulièrement. Alors, la première chose sur laquelle on a travaillé quand je suis arrivé il y a 1 an chez Malakoff Humanis, c'est sur les compétences relationnelles. Et là, je reprends une citation de Laurent Garnier qui travaille dans l'Institut d'études KPMG, c'est qu'on avait remarqué à l'époque que plus de 90% de l'enchantement client provient du relationnel. Donc très vite, on s'est dit, OK, donc ça veut dire qu'on a des situations où quand techniquement, j'arrive pas à apporter le service qui était prévu à mon client, je peux être en capacité de faire en sorte que quand il quitte ou quand il raccroche, il se dit, j'ai passé un super instant, j'ai passé un moment génial, j'ai pas eu ce que je voulais, mais l'interlocuteur était merveilleux, quoi. Après, il ne faut pas que ça dure à l'infini. Hein. Au bout d'un moment, il faudra bien servir le truc de base. Mais pour une première fois, ça peut vraiment retourner la situation et finalement faire gagner du temps à l'organisation le temps qu'elle règle le problème, et en plus que le client parte avec un bon souvenir. Et pour ça, KPM a des milliards d'exemples, si jamais un jour vous avez envie de leur demander. Donc on voulait travailler sur ces compétences. Et très rapidement, le RH peut tomber vite dans un piège assez simple, c'est OK, donc pour travailler des compétences, je vais faire de la formation. Et Dieu sait combien de milliers d'heures de formation nous avons tous fait vivre à nos collègues, ou que nous-mêmes avons vécu, et qui n'est jamais sorti de formation en se disant c'était trop cool, et 2 jours après avoir complètement oublié ce qui s'était passé. Qui est jamais sorti de formation en disant c'est trop cool, j'ai des anecdotes géniales pour les petites soirées sympas entre amis, mais après quand je retourne au boulot, je ne mets pas du tout en action ce que j'ai appris. Et c'est pour ça que sur cette image, je me suis permis de vous remettre la citation d'Einstein. Hein. La folie, c'est de faire tout le temps la même chose et ça donne un résultat différent. La définition française, c'est plus la connerie à la place de la folie. Je vous laisse choisir. Donc on s'est dit, il fallait qu'on aille sur une approche différente qu'une simple formation de baguette magique qui est, j'insiste, un leurre. Hein. On ne transforme pas des comportements en 2 heures de formation, ni en une journée. Donc on s'est dit, tiens, avant d'apprendre les comportements, parce qu'une formation, ça fait travailler sur les comportements, il faut qu'on travaille sur les attitudes. Et là, je vais reprendre beaucoup de wording, notamment de Daniel Ray, de Guillaume Antonietti, que vous devez connaître si vous avez travaillé sur la culture client. Mais si vous voulez changer des comportements de manière pérenne, il faut travailler les attitudes. Et les attitudes, qu'est-ce que c'est? C'est ce qui sort des cultures et des valeurs. Donc pour bouger les attitudes, il faut que je touche les cultures et les valeurs. On revient sur la citation de Jacques, hein, finalement. Donc je touche les croyances et les valeurs, parce que la culture client, ce sont les croyances et les valeurs partagées qui placent la satisfaction client durable comme un objectif prioritaire. C'est bien, je le dirai à Daniel. Donc, il faut travailler là-dessus. Donc, comment finalement on travaille sur les croyances et les valeurs pour ensuite toucher les attitudes, donc pour ensuite pouvoir travailler sur les comportements. Donc, on a voulu travailler là-dessus.
Et pour ce faire, les sciences cognitives le savent depuis longtemps, ils ne font que le confirmer au fur et à mesure des années. Et on le savait même nous dans l'humanité de manière générale, notamment via l'apprentissage, l'apprenti, le compagnon, le maître, etc. C'est que l'apprentissage, ça se fait par le temps, dans le temps, avec du quotidien, des questionnements quotidiens, des exercices quotidiens. Et c'est là-dessus qu'on a travaillé. C'est-à-dire que plutôt que faire une formation de baguette magique, que je ne supporte pas, on a créé des parcours. On a créé des parcours pour tester déjà auprès de tous nos conseillers relations clients, donc nos RC, tout leur management de proximité, parce que ouvrir les chakras des conseillers sans ouvrir les chakras de leur management de proximité, ça va mener à rien du tout. Parce qu'à chaque fois qu'ils prendront l'initiative, ils se prendront une claque. Et ensuite, on a créé un troisième parcours, plus pour des chefs de projet ou des responsables de département qui ont une grosse zone d'influence, en fait. Et c'est un parcours qui dure 6 à 8 semaines, avec des exercices quotidiens. C'est 5 à 10 minutes d'exercices quotidiens où il y a des questionnements réguliers du genre « Tiens, quel est le meilleur moment que tu as vécu avec un client ces 12 dernières semaines ?» Et il raconte. Et d'après toi, qu'est-ce qu'il a ressenti, le client? Et il raconte. Et toi, tu aurais voulu qu'on te traite comme ça? Et vous voyez le truc? Et chaque jour, il y a un petit exercice différent. Ça peut paraître complètement tarte à la crème. Et pourtant, ça change ce qu'on appelle le système 1. Pour ceux qui ont lu Daniel Kahneman, système 1, système 2, donc tout ce qui est spontané versus tout ce qui est réfléchi, là, on travaille sur le système 1 qui permettra ensuite d'ouvrir sur le système 2 sur la partie réfléchie. Donc, on travaille sur ces exercices, plus des cours réguliers, etc., régulièrement, tout le temps, de manière collective. On fait des échanges entre pairs, on fait de l'immersion, on parle entre nous, etc., pendant 6 à 8 semaines. Et ce qu'on a demandé en plus à nos managers et à ce qu'on appelait référents, donc nos chefs de projet ou responsables de département, c'est de porter des projets. Porter des projets en leur demandant, tiens, en plus de ce que tu suis, il va falloir que tu construises un projet. Je fais le grand signe. Il va falloir que tu construises un projet qui, soit va améliorer l'expérience client, soit qui va améliorer la culture client au sein de l'organisation. Donc, c'est là-dessus qu'ils ont travaillé. Donc, on a aujourd'hui plus d'une trentaine de projets qui sont partis du terrain. Donc, ce ne sont pas des gens en chambre qui ont pensé les projets à la place des gens avec des post-it. Les projets sont venus de ceux qui sont sur le terrain, parce que qui connaît mieux son travail que celui qui le fait, qui connaît mieux le client que celui qui l'a au bout du fil régulièrement. Et donc, voilà, donc plein de projets sont nés. On est vraiment en train de créer ce qu'on appelle un environnement capacitant orienté client. Donc, c'est-à-dire qu'on crée un environnement où on parle client, on est client, il y a des éruptions de culture client un peu partout. Et voilà, donc on lance plein de projets. Et Mathieu va vous en présenter rapidement quelques-uns. Tout à fait. Donc, merci Frédéric. Donc, moi, je fais partie de la promo référent et non, j'ai encore rien oublié de la formation. Donc, avec tous ces exercices, on en retient plein de choses. Donc, ouais, moi, je vais vous présenter 2 projets orientés clients et Frédéric pourra terminer avec un projet un petit peu hybride qui a été fait également en interne. Le premier, donc, c'est le rappel des clients insatisfaits. En fait, comme je vous l'ai dit, en fait, on mesure la satisfaction de nos clients de manière quotidienne. Et dès lors qu'on a un client qui nous met une note inférieure à 6 sur 10 lors d'un échange avec notre centre de relations clients, en fait, on va rappeler notre client. Pourquoi on le rappelle? Déjà, on va s'excuser de l'expérience qu'il a vécue. Puisqu'en fait, s'il nous a mis une note inférieure à 6, c'est qu'en fait, il est mécontent. Donc, première chose, déjà, on s'excuse. Deuxième, en fait, on va aller le questionner, le client. Déjà, vous avez vécu une mauvaise expérience, mais est-ce qu'au moins vous avez eu toutes les réponses? Est-ce que votre dossier est traité ou réglé? Ça, c'est déjà la première question. Si le dossier est traité, on va continuer à échanger avec lui. Par contre, si le dossier n'est pas traité, en fait, on va demander à nos collègues de la gestion de traiter le dossier en priorité. Ça, c'est vraiment important en termes d'expérience client. Si le dossier a été traité, en fait, on va continuer à questionner le client et en fait, on va lui dire « Ok, vous avez vécu une mauvaise expérience, qu'est-ce qui s'est passé? Expliquez-nous, nous, on souhaite comprendre, l'objectif, c'est vraiment de s'améliorer. » Donc là, en fait, le client va vraiment nous expliquer. Les échanges sont toujours très cordiaux et toujours de qualité. Ça, c'est vraiment important. C'est que le client va pas déverser toute sa haine contre nous. Il va vraiment être moteur et vraiment vouloir partager ce qu'il a vécu pour qu'on puisse s'améliorer. Et ensuite, on lui demande, mais écoutez,
qu'est-ce qu'on aurait dû faire pour que votre expérience soit la meilleure possible. Et donc là, en fait, on va récupérer toute cette matière, tout ce terreau, tous ces verbatims. Et l'objectif, c'est qu'après, en fait, on va les repartager avec les équipes formation, les équipes qui sont en charge des process, les équipes qui sont sur le terrain. Et en fait, on va se dire, bon, voilà tout ce que nous ont dit les clients. Comment est-ce que maintenant on se met en ordre de marche pour ne plus avoir ces notes inférieures à 6 sur 10. En plus, ça a une vertu également, c'est que en fait, le client il se sent considéré, il se dit au moins Malakoff Humanis, ils exploitent les enquêtes de satisfaction. C'est pas simplement une note qui remonte au COMEX et qui est là juste pour faire joli et afficher un peu comment ça se passe. C'est que cette expérience client, en fait, elle est travaillée et au quotidien, et du coup, en fait, ils se servent vraiment de ce qu'on vit pour pouvoir s'améliorer. Donc ça, vision client, c'est vraiment très important. Et vision collègue, c'est super bien, puisqu'en fait, au début, nos collègues sont un peu frileux d'appeler des clients qui sont insatisfaits, mais au final, en fait, ils en redemandent, puisqu'en fait, ils voient la réelle valeur ajoutée de pouvoir aller capter toute cette matière. Ça, c'est le premier projet. Deuxième projet, on l'a appelé le projet ESI. Donc, c'est en fait comment comprendre les irritants clients et pour mieux appréhender leur expérience client. Alors, là, pour vous remettre un peu de contexte, Malakoff Humanis, on a un groupe qui est né en 2019, on est la réunion de Malakoff, Médéric et d'Humanis, et de 2019 à encore cette année, on est en pleine convergence de nos systèmes d'information. C'est des gros projets. Et également, on a refondu tous nos fronts de clients. C'est-à-dire, en fait, on a refondu les espaces clients, on a refondu les sites internet, etc. pour avoir cette image de marque, la nouvelle image de marque de Malakoff Humanis. Et au niveau des espaces clients, on a tout revu, que ce soit les modalités de connexion, en fait, ce ne sont plus du tout les mêmes modalités de connexion, les mêmes identifiants, les mêmes parcours, les mêmes protocoles d'identification. C'est des nouveaux designs, des nouveaux parcours, des nouvelles fonctionnalités, des fonctionnalités qui ont disparu, d'autres qui ont été ajoutées. Donc en fait, c'était un gros bouleversement pour nos clients. Et comme tous, en fait, on mesure la satisfaction de nos clients pour savoir s'ils sont contents de ces nouveaux espaces. Heureusement, il y a des clients qui sont satisfaits et très satisfaits, et on a des clients aussi qui sont insatisfaits. Et un peu dans la même dynamique du rappel des clients insatisfaits, on a voulu créer une démarche, mais là qui va encore plus loin, c'est que en ces périodes où la RSE est un mot qui revient beaucoup à la mode, donc chez nous, en fait, on a voulu les traiter aussi en circuit court, vraiment faire aller du producteur directement au client. Et ce qu'il y a, c'est qu'en fait, ces rappels de clients insatisfaits, ils ne sont pas faits par des professionnels de la relation client, ils sont faits par l'équipe projet qui ont créé les espaces clients. C'est-à-dire qu'en fait, on a mis autour de la table des gens de la DSI, les chefs de projet, toutes nos équipes digitales, et ceux, eux, qui ont décroché le téléphone et qui ont été comprendre les irritants clients. Et donc là, c'est le jackpot des deux côtés. Pourquoi ? Parce qu'en fait, l'équipe projet, en fait, elle capte la matière directement. Donc déjà, pour elle, c'est hyper riche. Il n'y a pas de filtre ou il n'y a pas de modification du commentaire client, puisqu'en fait, ils ont le client directement en ligne. Donc en fait, ils peuvent questionner assez précisément le client sur pourquoi est-ce qu'il a été insatisfait à tel moment du parcours, qu'est-ce qui lui a manqué, tout ça. Et donc là, en fait, pour l'équipe projet, c'est hyper riche, puisqu'en fait, il récupère la matière directement à la source. Donc ça, c'est hyper bien. Ça a été compliqué, puisque des équipes de la DSI, des équipes du digital, c'est pas leur métier d'appeler des clients. Et quand on leur a dit, vous allez appeler des clients qui en plus sont pas contents, au début, ils ont un peu blanchi. Et après, ils se sont dit, mais non, en fait, c'est génial. Et encore une fois, sur le projet, il y a eu quasiment aucune personne qui s'est fait engueuler au téléphone. Ça a vraiment été une démarche qui a été très constructive. Donc maintenant, en fait, ils en redemandent, puisqu'en fait, voilà, c'est hyper riche. Et côté client, pareil, ça a été le double jackpot, parce que le client, quand l'équipe se présente, elle dit, moi, je suis l'équipe projet qui a conçu l'espace client. Et donc là, le client se dit, waouh, c'est quand même... on m'a interrogé sur ce que je pensais de l'espace client, et en fait, c'est directement l'équipe projet qui me recontacte et qui me dit, écoutez, voilà, je souhaite avoir votre feedback pour pouvoir améliorer nos espaces. Donc là, le client se dit, mais là, en fait, c'est vraiment, je suis entendu, je suis compris, puisque du coup, c'est l'équipe projet qui récupère tout mon feedback.
Donc ça a vraiment été une expérimentation qui est née des projets référents des parcours culture client dont parlait Frédéric et qui a vraiment été une super expérience. Merci beaucoup, mon cher Mathieu. On continue. Alors, venez du côté client de la force, il y a des cookies. Il y a un autre projet, je vais être un peu plus succinct, mais qui revient aussi de la DSI, parce que la DSI a aussi un rôle important sur la chaîne de valeur. Et ça peut paraître évident, mais pour eux, ça ne l'est pas forcément. Donc, on voit aussi l'importance de remonter la voix du client et les réclamations des clients finaux auprès de la DSI qui font les outils. D'ailleurs, je fais une petite parenthèse complaint model. N'oubliez pas qu'un client à qui on répond à la réclamation est plus satisfait qu'un client qui n'en donne pas. Donc, la réclamation transforme vraiment les pépins en pépites. En fait, ce qui s'est fait là, tout simplement, c'est que c'est directement la DSI, donc, qui est membre du COMEX, qui a demandé à tout le monde d'aller sur les plateaux. Donc, vous avez tous les managers, des développeurs, des architectes SI, etc. Ils sont tous allés sur les plateaux, que ce soit en vente à distance, que ce soit en relation client, que ce soit avec les commerciaux, etc. Et ils ont passé une journée avec eux, en double écoute, à regarder comment utiliser les outils, etc. Ils ont tout noté. En ergonomie, on appelle ça de l'analyse d'activité. Bon, c'est moins outillé, mais l'idée, elle est là. Ils ont regardé comment les collègues utilisaient les outils, ils sont repartis avec une liste de commandes. Et ils sont en train de réorienter la roadmap de la DSI par rapport à ce qu'ils ont analysé de la manière dont les collègues utilisaient les outils quand ils étaient au contact des clients. Donc là, on retrouve l'importance de la fonction support dans l'expérience client en prenant en compte toute la mine de pépites que représentent les réclamations et la voix du client. Ensuite, le deuxième sujet, et c'est là-dessus que moi je vais conclure, parce que je vais parler des heures aussi, c'est qu'on est en train d'infuser une idée très simple au sein de l'organisation. Pour reprendre la citation de l'homme sans nom, dans Le bon, la brute et le truand, que vous connaissez bien, c'est que le monde est divisé en deux catégories. Bon, on a un peu changé les propos. Il y a celles et ceux qui servent les clients, et il y a celles et ceux qui aident ceux qui servent le client. Si vous êtes ni dans l'un ni dans l'autre quand vous faites une action, réfléchissez à votre rôle dans l'organisation. C'est que ça questionne. Je dis ça, c'est très important. Donc gardez cette idée-là. Si vous devez partir encore avec une idée en tête là tout à l'heure, c'est quel est mon rôle dans l'organisation? Est-ce que je sers le client ou est-ce que j'aide les collègues à bien servir le client? Vous allez voir, ça révèle beaucoup de choses sur les organisations. Donc voilà, donc c'est sur cette philosophie qu'on bosse. D'ailleurs, j'en profite pour remercier la marque avec qui on travaille beaucoup, notamment sur les parcours qu'on a construits. On a travaillé notamment avec Daniel Rey, Guillaume Antonietti, mais aussi la marque qui nous aide régulièrement à donner ces picousses de rappel de la clé des réclamations et de la voix du client dans les parcours et dans la réflexion et l'organisation qu'on a au quotidien. Je m'arrête là, sinon je vais parler des heures. Bon, mais en plus, il nous reste un peu... Pas encore. Il n'y a plus personne dans la salle. Alors du coup, en plus, comme ça nous permettra de garder une petite dizaine de minutes de questions-réponses pour la fin. Je vais en finir avec juste un dernier slide. Alors déjà, un grand merci à tous les deux pour ce partage, qui, comme on dirait dans le rugby, pue la culture client. Et donc pour tout ça, merci de la simplicité et du côté pratique du retour d'expérience. Sur ce dernier slide, j'ai envie de dire presque tout est dit. Si vous voulez des informations concernant l'association, le plus simple, c'est soit d'aller voir Agathe, soit d'aller voir notre ami Mathieu. Vous pouvez lui tomber dessus directement, parce que comme je vous le disais, l'administrateur. Donc s'il y a des réclamations, c'est auprès de lui notamment que ça se passe. S'il y avait d'autres informations, n'hésitez pas à aller voir Agathe. Et là, Agathe, moi j'ai un gros problème, c'est qu'Agathe, elle, va nous quitter d'ici quelques mois, après bientôt 6 ans de bons et loyaux services. Donc non seulement vous pouvez aller lui rendre visite pour lui demander plein d'informations sur la marque, et puis si vous-même vous avez des projets au niveau local, en termes de communication ayant lieu à la relation client ou pas, n'hésitez pas à aller la voir et même à voir pour bosser avec elle plus tard, parce qu'elle est nantaise, et nantaise, elle restera. Voilà ce que je pouvais vous dire sur cette petite présentation. Au-delà du fait qu'on a effectivement le 10 novembre une convention qui ne vous coûtera rien, si j'ose dire, elle est accessible à tous, même de Nantes, à distance, comme ça pourrait être la revanche des provinciaux à l'égard des vilains parisiens qui auraient aimé mais qui ne pouvaient pas se déplacer aujourd'hui. Et puis maintenant, place aux questions que vous n'aurez sans doute pas peur de poser. Donc voilà, Winter is coming. Posez les questions et on sera heureux d'y répondre. Mathieu sera content d'y répondre et puis Frédéric aussi. Voilà. N'hésite pas à me couper, Mathieu, parce que je ne te vois pas, donc je ne sais si... C'est parfait. Tu peux tourner la caméra, Mathieu, tiens, tu peux tourner l'ordi, comme ça on les voit.
J'essaye. Alors là, tu me demandes une prouesse? Non, la technique me fait non, je vais tout débrancher. Donc, et le monsieur à la technique a l'air assez costaud, donc j'ose pas en fait. Il a des gros muscles, super le bien monsieur. fait les faux rires, franchement c'est bien fait quoi. C'est la boîte à rire qu'on a ressortie de The Friends. S'il y a des questions, je vous invite à les formuler auprès de Mathieu ou de Fred. N'hésitez pas. Voilà, là je vois une première question dans le fond de la salle. Ah, on a madame devant. Parce qu'au fond, Marie-Louis, tu vois pas, mais c'est Agathe qui est tout au fond de la salle. Bonjour à tous. Moi, j'avais une question parce qu'on est en plein dedans. On essaye de... Dans quoi? De lancer l'expérience client et d'essayer d'embarquer des équipes du service client. Et c'est vrai que d'un point de vue communication et formation, on a du mal à trouver les clés pour les embarquer et puis des acculturer, etc. Est-ce que vous avez des pistes un peu? J'imagine que ça prend du temps. C'est ce que vous disiez tout à l'heure, mais est-ce que vous avez des pistes concrètes, une façon de faire, des récurrences ou... Faut que ça... Tu veux y aller, Marie-Louis? Oui, c'est une fraction de seconde, parce que s'il y a d'autres questions, je ne voudrais pas te focaliser sur une seule et prendre trop de temps. Il y a quelque chose qu'il faut absolument que vous puissiez faire, surtout si vous n'avez pas fait le job jusqu'alors, c'est de vous approprier une définition de ce qu'est la réclamation client. Nous, ce qu'on a pu observer dans le cadre de l'association avec les travaux notamment réalisés avec Daniel, c'est que les entreprises qui s'en sortent le mieux sur ce qu'on va appeler la culture réclamation client sont des entreprises qui se sont dotées d'une définition de la réclame. Et si vous n'en avez pas, pourquoi c'est une chance? C'est parce que ça va vous obliger à faire converger autour de la même table des parties prenantes de l'expérience client qui souvent ne se parlent pas, et à travers le prisme de la réclame, qui vont être obligés de se confronter, de faire une définition, de faire leur, de faire vôtre, et de pouvoir mettre un pied sur ce beau parcours. C'est magnifique. C'est beau. Frédéric, le monsieur qui est au fond avec des gros biceps, c'est d'accord. Alors, il y a plein de manières de faire. Souvenez-vous, j'insiste sur la culture, c'est que chaque boîte a sa propre culture aussi. C'est-à-dire que la manière dont nous on a fait ne fonctionnera pas forcément chez vous. Ça, c'est un élément important aussi à prendre en compte. Après, c'est un peu comme toute transformation culturelle. Déjà, c'est un sujet dont il faut parler. Il faut parler et il faut créer des espaces pour que les gens puissent en parler. En fait, une chose que je ne vous ai pas dit, d'ailleurs, c'est sur les parcours, on a construit des promotions où on mélange les gens. Donc, c'est-à-dire qu'on a créé une unité de lieu et une unité de temps où on parle du client. Donc, il y a un conseiller, il y a un gestionnaire, il y a un conseiller d'un autre service. Par exemple, il y a un conseiller assurance, un conseiller retraite, un gestionnaire, ils vont se mettre à parler du client. Ça n'est jamais arrivé. Parce que généralement, on est beaucoup dans ce qu'on appelle les couloirs de nage. Donc, créer un espace, une unité de temps où on parle du client. Et comme dit Marie-Louis, déjà, je pense que partir des réclamations clients, des grandes réclamations, des grands sujets, et aussi partir de la voix du client, notamment avec le NPS, la CSAT, le NES, etc., et de les poser autour d'une table et de les présenter en disant, tiens, genre, une réclamation bien dégueulasse, vous devez en avoir, on en a tous. Une bonne réclamation, vous réunissez des gens d'endroits différents en disant, viens, on l'a lu ensemble, les gars, parce qu'ils ne les voient jamais, les réclams. Enfin, sauf ceux qui bossent dessus, quoi. Et vous avez ressenti quoi en lisant ça? Ah, c'est horrible, j'aimerais pas recevoir ça, c'est dur pour moi, etc. Ok, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour que ça change, les gars? Donc, tiens, on va écrire une réponse ensemble. Ils écrivent la réponse ensemble, etc. Et ensuite, vous les questionnez du genre, tiens, qu'est-ce que vous, dans votre périmètre, vous pourriez faire pour éviter que ça puisse revenir, ce genre de réclamation? Ah, peut-être que quand on le reçoit, on va se formuler ce truc différemment. Ah, peut-être que dans le courrier qu'on lui envoie, on va être beaucoup plus limpide, on va être beaucoup plus clair, parce que c'est vrai que le courrier qu'on lui envoyait, en fait, il est invitable. Vous voyez bien les courriers de mutuelle, d'assurance, etc. Quand on les reçoit, ça fatigue, quoi. Donc, du coup, et après... Tu sais de quoi tu parles. Ah oui. Là, c'est la... Et vous commencez par des petits ateliers en partant directement de la réalité terrain. Et de la même manière, après, vous pouvez faire bosser les gens. Par exemple, sur la formation, plutôt que de poser une formation comme ça sur étagère, faites-les bosser en disant, tiens, qu'est-ce qui fait que ça se passe bien avec les clients? Et vous créez des petits rituels comme ça d'équipe, peut-être toutes les semaines à un brief, en disant, tiens, Marie-Louis, est-ce que tu peux nous raconter le pire moment que tu as vécu avec un client la semaine dernière? Ah, j'ai ce client, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui a fait que ça s'est mal passé d'après toi? Et après, qu'est-ce qu'on pourrait faire tous ensemble pour que ça se passe bien la prochaine fois pour Marie-Louis? Et comme ça, ils se forment entre eux. Parce que la formation entre pairs et la formation en situation de travail est bien plus efficace qu'une heure dans une salle avec Robert, quoi. Et ça, je dis rien. Donc, il y a plein de petites idées comme ça, mais déjà créer un temps de lieu, un espace de temps espace de merde, j'ai perdu mes mots, vous voyez ce que je veux dire?
mais il faut qu'ils en parlent. Et aménager ça et fêter ça. Et ce qu'il y a, c'est ce qu'il faut aussi, moi je pense, ce qui est important pour compléter les propos de Frédéric, et ce qu'on fait beaucoup, c'est que quand on parle réclamation, quand on parle client, pas juste donner des chiffres, parce qu'en fait donner des chiffres c'est bien, mais des chiffres on en a toute la journée. Et ce qu'il y a, c'est quand on parle réclamation, c'est de parler de la vraie vie du client, c'est en fait de raconter l'histoire. Qu'est-ce qu'a vécu le client ? Quand on anime, nous, la satisfaction client, on va récupérer les verbatims. Les chiffres, on les a, ils sont affichés sur la slide, mais en fait, on n'en communique jamais sur les chiffres, on va toujours parler que des verbatims. Et en fait, de raconter l'histoire du client, du coup, en fait, ça porte plus. Et de toute façon, vous le voyez, hein, quand on retient, nous, les histoires, on va retenir les histoires de ce qui a été vécu. Et on ne va pas retenir les idées conceptuelles. Donc, il faut le concept, il faut la base, ça c'est important, je pense qu'il faut poser le cadre. Mais par contre, il faut aussi après ramener ça à la vraie vie. Et donc, du coup, il faut raconter les histoires clients. Et juste, ce qui est important, pour ne pas dégoûter les équipes, c'est qu'il ne faut pas parler que des histoires compliquées. C'est-à-dire, en fait, il faut aussi dire, on fait des choses et on fait des choses bien. C'est-à-dire, en fait, si nos entreprises elles existent, c'est que globalement nos clients ils sont quand même satisfaits. Autrement, nos entreprises elles vivraient plus aujourd'hui. Donc il faut aussi, et ça c'est hyper important, prendre le temps de se dire nos clients ils nous aiment et nos clients ils sont contents de ce qu'on fait. Et ça c'est hyper important de le dire. Encore une fois, pas que par des chiffres, mais aussi par des verbatims positifs. Et à un moment, il faut aussi poser, de se dire, là par contre, on n'a pas été bon, le parcours là il a dysfonctionné. Qu'est-ce qui s'est passé ? Et donc là, en fait, il faut aller creuser le sujet. Mais il ne faut pas voir que l'angle négatif, puisque on risque de dégoûter un peu les collègues. Je rajoute une petite dernière, très rapide, très facile. Ce sont des petits managers du parcours qui ont eu l'idée. En fait, c'est tout bête. C'est qu'ils ont fait une espèce de chasse aux œufs où ils demandent aux collègues conseillers RC de venir avec des exemples externes. Genre, tiens, toi, quand tu as reçu un mail génial de quelque part où tu as consommé ou tu as eu un service, ramène-le et partage-le avec nous. Donc, en fait, ça permet aussi aux gens de s'apercevoir que le sujet de l'expérience est un sujet universel. C'est-à-dire que se comparer à ses concurrents, déjà, c'est avoir un train de retard, mais c'est pas suffisant. Quand quelqu'un est au téléphone avec nous, il se compare quand il va en grande surface, il compare quand il va en vacances, il compare quand il va au restaurant, etc., etc. Donc le fait de les faire chasser les bons moments ou les pires moments qu'ils aient vécu eux en tant que clients et qu'ils les partagent aux collègues est un truc assez marrant aussi à mettre en place. Et facile et qui coûte peanuts, quoi. D'autres questions ? Oui, bonjour. Vous avez évoqué le fait que vous rassembliez un grand nombre de données pour traiter les réclamations et de plein de sources différentes. Est-ce que vous avez un outil pour le faire ? Je pense notamment à un outil de data visualisation. Enfin, comment vous facilitez en fait l'analyse de toutes les données concernant les réclamations que vous pouvez récolter ? Alors c'est un vaste sujet, surtout comme je vous l'ai dit, en fait on est en pleine phase de migration de tous nos outils. Parce qu'en fait, on avait le SI ex-Humanis et le SI ex-Malakoff-Médéric, et là, on est en train de les rassembler. Et aujourd'hui, ce n'est pas le côté le plus simple du sujet. En fait, on a c'est historisé dans les CRM globalement. Et en fait, on a aujourd'hui 2 CRM qui sont des CRM développés en interne par nos équipes DSI. Et donc, en fait, on récupère toute cette data dans les CRM, plus après tout ce qui nous vient de la voix du client, donc toutes les enquêtes de SAT. Et après, on a des data analystes qui compilent toutes ces données dans des outils SaaS et après qui nous permettent de pouvoir extraire les données. Donc là, on fait beaucoup travailler l'intelligence artificielle et ce sont nos équipes data après qui font mouliner ça. On a une belle technologie d'IA en interne, ouais. En interne. Bonjour, donc moi je suis Anne-Laure Lagatu. La réclamation, c'est du temps en fait au quotidien. Parfois il y a des pics de réclamation, des moments de suractivité aussi en parallèle. Comment est-ce que vous gérez ça au quotidien ? Est-ce qu'il y a un temps dégagé quotidiennement aux collaborateurs pour bien se pencher sur vos réclamations ? Comment est-ce que vous procédez ? Alors c'était un vrai sujet de comment est-ce qu'on priorisait les réclamations, en tout cas chez Malakoff Humanis. Et en fait, au début, en fait, on a dû imposer un peu les choses pour que en fait, ça devienne un rituel. Et en fait, le matin, les métiers, quand ils arrivent, quand ils traitent toutes les sollicitations, en fait, la première couche de sollicitations traitées, ce sont les réclamations. Donc ça, c'était déjà, on priorise
par les réclamations, puisqu'en fait, le client, il est arrivé à un niveau d'escalade qui fait que, du coup, ça devient un traitement qui est ultra prioritaire. Donc, en fait, et après, nous, on pilote aussi les délais des réclamations. Et ce pilotage, il est fait en centrale. C'est-à-dire qu'en fait, chaque métier peut piloter son activité et ses volumes de réclamation. Mais après, toutes les données sont agrégées en centrale et on travaille vraiment de manière transverse. C'est-à-dire, en fait, on a la direction de la santé, la direction de la prévoyance, la direction des cotisations pour toute la gestion et tout ça. Et bien, en fait, tous ces indicateurs remontent en centrale et c'est piloté par un responsable de la réclamation qui a une vision vraiment centrale et qui peut piloter ces délais. Et ce qu'on a fait, c'est pour être sûr que, du coup, tout le monde les traite correctement, mais en fait, on est très transparent. C'est-à-dire qu'en fait, le tableau de bord des réclamations, il est unique et il est commun à toutes les directions. Donc, en gros, c'est un Power BI qui existe. Et après, on a une vision globale et après, on peut filtrer, on peut descendre au niveau conseiller, au niveau site, etc. Mais en tous les cas, on peut, comme ça, les métiers peuvent se benchmarker entre eux, voire se challenger entre eux. Et c'est aussi ça, on fait de l'émulation positive grâce à ça. Mais c'est vraiment important. Et la deuxième chose, c'est en termes de priorisation, la deuxième chose que je vous dis, ce qui était compliqué, c'était de les faire décrocher le téléphone. Mais ça, c'est pareil. Au début, ça a été imposé. Et maintenant, ça devient aussi un rituel. C'est-à-dire, en fait, maintenant, les gens se rendent compte que c'est beaucoup plus facile de dénouer une réclamation quand on échange avec le client que de simplement faire un mail. Faire un mail, c'est plus facile parce qu'on se couvre, on n'échange pas avec le client. On n'échange pas avec le client directement. Alors que de prendre le téléphone, malgré tout, au début, c'est un acte de courage. Et après, on s'est dit, ouais, mais en fait, c'est tellement plus facile parce que le client, il va rebondir là-dessus. Et en fait, au final, une fois que j'ai clôturé mon appel, le client, il a compris. Il n'est peut-être pas d'accord, parce qu'on a le droit, on ne dit pas toujours oui aux réclamations, mais en tout cas, il a compris pourquoi est-ce qu'on lui a dit non. Et donc ça, c'est vraiment important. La dernière, si ça vous ennuie pas. Est-ce que vous requêtez tous vos clients au niveau de la SAT? Est-ce que vous requêtez tous vos clients qui ont porté réclamation? Alors, et par quel canal? Au niveau du requêtage, alors on a plusieurs types de sondes. On a les sondes à chaud, à tiède et à froid. Sur les sondes à chaud, tous nos clients qui passent par la relation client sont requêtés. Bon, après, avec des systèmes de pression relationnelle, parce qu'un client qui nous appelle tous les jours, on ne va pas lui envoyer une enquête de SAT tous les jours. Parce que juste un rappel, et ça c'est vraiment important, les enquêtes de SAT font partie de l'expérience client au global. Et en fait, aujourd'hui, nos clients, ils en ont ras-le-bol. À chaque fois qu'on rentre dans un magasin, qu'on passe une porte ou qu'on passe une rue, hop, on a un SMS pour dire « Vous avez pensé quoi de mon visuel que j'ai vu sur la porte ?» Donc ça, c'est vraiment important. Ça fait partie de l'expérience client. Donc on a des règles de pression relationnelle, mais au niveau de la relation client, on requête tout le monde. Au niveau des actes de gestion, on a sélectionné les principaux actes de gestion qui nous semblaient importants de pouvoir requêter. Et sur la partie réclamation, on a commencé sur des réclamations qu'on appelait dites sensibles. Donc voilà, qui avait un impact fort. Et l'année prochaine, on va le déployer sur l'ensemble du dispositif réclamation pour aller encore un cran plus loin. On fait ça par mail et le AFRA, on le fait via une enquête téléphonique. Si vous voulez continuer les échanges, c'est un petit peu de l'autre côté parce qu'on est obligé de libérer la salle pour la prochaine conférence. Vous n'oubliez pas d'aller sur le stand de la marque, j'imagine. C'est ça. Merci à tous. Merci à vous, merci à Marie-Louis qui est un très grand fidèle du Salon de la Relation Client. Et merci de votre participation tout à fait significative. Merci beaucoup, amusez-vous bien. Bon courage avec Mathieu. Salut. La conférence d'après, c'est doper votre service client grâce au knowledge management par un Mayday. Mais je vous invite à ressortir pour re-rentrer parce qu'on est obligé de rebadger.